Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta nova sessió del cicle de la perspectiva Alain René. Fa unes setmanes arrencàvem amb la presència de Sylvette Baudreau, la històrica escrit de bona part de la seva filmografia, i avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a Marin Karmitz, que ha produït dues de les pel·lícules d'Alain René entre una amplíssima i molt prestigiosa filmografia del cinema francès en particular, però jo diria del cinema europeu i del cinema mundial. Si hem de parlar d'autors que Marin Karmitz ha produït, doncs Godard, Chabrol, Louis Malle, Todd Kiarostami des de l'any 99, Gus Van Sant, Michael Haneke, Kieslowski i evidentment també Alain René. A part de productor, Marin Karmitz va iniciar la seva carrera com a cineasta, com a realitzador a l'època del post-maig del 68, amb pel·lícules ja històriques, Camarades, Coupe au Coupe, 7 jours ailleurs, però també és propietari d'una amplíssima cadena d'exhibició i de distribució amb desenes de pantalles, no només a França, i un catàleg de distribució realment espectacular. Només per citar un exemple, doncs diré que inclou la filmografia de Chaplin, editada amb unes edicions en DVD absolutament fantàstiques i envejables. Per tant, és un plaer tenir a Marin Karmitz entre nosaltres per presentar la sessió d'avui, Meló, i no és casual perquè justament quan vam parlar amb ell va dir que Meló és l'exemple que ell posa de com produir una pel·lícula, amb un eslògan que és transformar les limitacions en llibertat. Transformer les limitations en liberté, c'est l'eslògan que vous avez utilisé pour la producció de Meló. Veureu que Meló, dintre de la filmografia d'Alain René, és, jo diria, la pel·lícula que fa el tom definitiu des d'aquest René més greu, més sever dels inicis, amb aquest René més teatral, més musical, que acaba, diguéssim, de treure's la careta en l'última etapa de la seva filmografia. Meló és l'adaptació d'una obra de teatre d'Henri Bastien, de l'any 1926, teatre de boulevard, teatre popular, i que René filma amb una elegància i una sutilesa extraordinària. Sense més preàmbuls, perquè Marin Karmitz tindria moltes coses que explicar, li passo la paraula, je vous passe la parole et je vous remercie très vivement que vous êtes ici à la Filmothèque de Catalunya pour présenter Meló avec nous. C'est moi qui vous remercie et je suis très heureux d'être ici. Je vais commencer par une petite anecdote qui n'a rien à voir avec le film de René, mais que je viens de raconter, et qui était, quand j'étais étudiant à l'école de cinéma, Henri Langlois, le directeur de la Cinémathèque française, avait fait un hommage à Roberto Rossellini. Et il montrait Voyage en Italie. Roberto Rossellini était là, et nous étions 3 dans la salle. Il y avait François Truffaut, André Bazin et moi. Et Roberto Rossellini venait de faire un très long voyage qu'il nous racontait au volant de sa Ferrari. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a raconté comment il fallait faire les pâtes. Il nous a donné les recettes de pâtes à l'italienne. Donc je ne monde que pour Roberto Rossellini. Que està molt content, òbviament està molt content d'estar a Barcelona i que vol començar per explicar-vos una anècdota que no té res a veure amb Alain René. Recorda que quan ell era estudiant, Henri Langlois, el director de la Filmoteca francesa, va organitzar un homenatge a Roberto Rossellini, i en aquell homenatge, en l'acte de presentació de Roberto Rossellini, etc., hi havia, a la sala només hi havia 3 espectadors, el François Truffaut, l'André Bazin i ell.
Rossellini, durant tota la presentació a la Filmoteca, el que els va explicar és com s'havien de fer correctament, com s'havien de fer coure correctament les pastes. I tot això després d'haver fet un viatge llarguíssim amb el seu Ferrari venint d'Itàlia per presentar tot això, que havia trobat amb 3 persones, doncs va decidir explicar com es feien les pastes. I Marín Carmes diu, i jo estic molt content perquè a més hi ha més de 3 persones en la sala. Je vais tout de même vous parler de Mélo. Je suis très fier de vous parler ce soir de Mélo, parce que c'est le film que j'ai le mieux produit. En tout cas, c'est le début du moment où je crois avoir été, ou être devenu un bon producteur. Je vous laisse traduire au fur et à mesure. Mélo, ara parlarem de Mélo, és una pel·lícula de la qual estic molt orgullós de parlar-ne perquè penso que és la pel·lícula que he millor produït, o en tot cas és la pel·lícula a partir de la qual tinc consciència d'haver après realment a ser un bon productor. Voilà comment l'histoire a commencé. J'ai été producteur après avoir été assistant, concurrent, parce qu'on a fait 2 films sur le même thème quand j'étais metteur en scène. J'ai fait un film, produit un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Sauf qui peut la vie. A veure, ell diu, jo era productor després d'haver fet uns altres oficis, entre ells el d'ajudant, i després d'haver produït la pel·lícula de Godard, Sauf qui peut la vie. Sauf qui peut la vie a été le plus grand succès de Jean-Luc Godard, plus qu'à bout de souffle, et dans le monde entier. Sauf qui peut la vie és l'èxit més gran que ha tingut mai Jean-Luc Godard, més gran encara que à bout de souffle. Et Jean-Luc Godard qui sait aussi dire des choses, enfin qui sait très souvent dire des choses désagréables, un jour me dit « tu n'es pas un bon producteur ». I Jean-Luc Godard, que molt sovint sap dir coses desagradables, un dia em va dir «Marín, tu no ets un bon productor». Je venais de faire son plus grand succès, j'étais tout de même un peu vexé. I jo que acabava de tenir el seu èxit, acabava de proporcionar el seu èxit més gran, doncs de sobte em vaig sentir una mica ofès. Et comme Jean-Luc dit des choses qu'il faut souvent écouter, je me suis quand même posé la question, c'est qu'est-ce que c'est être un bon producteur? I com que Jean-Luc sovint diu coses que de totes maneres cal escoltar-lo, cal posar-hi atenció, doncs em vaig preguntar, i què és ser un bon productor? Et je ne trouvais pas la réponse, et j'ai fait comme ça, sans trouver la réponse, 20 films. I com que no hi vaig trobar la resposta, doncs de sobte, sense haver trobat la resposta, vaig fer 20 pel·lícules més, vaig produir 20 pel·lícules més. Parmi lesquels Au revoir les enfants, les films des frères Taviani, quelques autres grands succès mondiaux. Bon, et je ne savais pas ce que c'était toujours qu'être un bon producteur. I doncs durant aquest període, entre aquestes 20 pel·lícules, hi ha per exemple Au revoir les enfants de Louis Malle, hi ha diverses pel·lícules dels germans Taviani, hi ha diferents pel·lícules que van ser èxits mundials, però jo seguia sense saber què diantres era ser un bon productor. Et comme j'étais un producteur à succès, et que j'étais censé avoir des moyens et chercher à faire de bons films, même sans savoir comment les faire. I doncs com que finalment era un productor d'èxit i tenia els mitjans per fer bones pel·lícules, encara que en realitat sembla que no les sabia fer. Un jour, je reçois un téléphone de l'agent de Alain Resnais qui me dit « Est-ce que ça vous intéresserait de faire un film avec Alain Resnais ?» I és així que de sobte rebo una trucada de l'agent d'Alain Resnais que em diu «És que li interessaria produir una pel·lícula d'Alain Resnais?» Comme Alain Resnais, pour moi, c'était le dieu intouchable de la production cinématographique. C'était Hiroshima, Mon Amour, l'année dernière Marienbad, etc. Enfin, c'était le nec plus ultra de ce qu'on pouvait avoir comme relation avec un metteur en scène.
J'ai dit, bien sûr que ça m'intéresse. I com que per mi la René era com un déu absolutament intocable, era la persona que havia fet Hiroshima Mon Amour, era el director que havia fet l'any passat a Marienbad, doncs quan penses en tota la seva trajectòria i el que havia fet, doncs evidentment dius, esclar que sí que vull produir aquesta pel·lícula. Mais je savais qu'il avait fait le tour de tous les producteurs de Paris qui lui avaient dit non. Però també sabia que havia parlat amb tots els productors de París i els havia proposat un projecte i que tots li havien dit que no. J'étais ce qui restait sur la liste, le dernier. Definitivament era el que quedava a la llista, era l'últim i és on va trucar. Je me suis demandé pourquoi ils ont tous refusé. I per què tots havien dit que no? Et quand je vois arriver le scénario, je me précipite et qu'est-ce que je vois? Une pièce de théâtre des années 1930, donc très datée, très kitsch, avec 4 personnages dans 2 décors. I total, que rebo el guió, m'afanyo a obrir-lo i què em trobo? Doncs amb una obra de teatre dels anys 30, amb 4 personatges, 2 decorats i extraordinàriament kitsch. Et je me dis, bon, s'il a envie de le faire, s'il y a une raison. Je ne la trouvais pas vraiment, mais je me suis dit, regardons de plus près et voyons comment on peut faire un film impossible. I bé, el que em vaig dir és que a veure, si ell la vol fer, segur que té les seves raons, el que he de fer és mirar-me de més a prop el projecte i a veure com puc fer una pel·lícula impossible. Je peux continuer l'émission? Vous voulez que je continue? Non, je poserai la même question que vous répondez, donc ça marche bien. Et je ne connaissais pas Alain Resnais, je l'avais jamais vu qu'en photo. Et je dis, je voudrais le rencontrer parce qu'il va y avoir des conditions. Et des conditions, bien sûr qu'il peut refuser, mais s'il refuse, je ne peux pas faire ce film. S'il accepte, là, on va pouvoir commencer à travailler. Total, que jo no coneixia l'Alain Resnais, no ens havíem trobat mai, i llavors vaig dir, vull conèixer-lo, vull parlar amb ell, i li posaré unes condicions. Si les condicions les accepta, si no les accepta, doncs no el fem, però si les accepta, doncs endavant, farem la pel·lícula. Alors, première condition. Le texte, la pièce, elle fait 2h20. C'est impossible. Il faut réduire ça à 1h50, je ne fais jamais des films de plus d'1h50. La primera condició és el text, l'obra de teatre, fa 2h20 i cal que no sobrepassi l'hora 50 perquè diu, jo no produeixo mai cap pel·lícula que faci més d'1 hora 50. Bon, il dit rien. Deuxième condition, je veux que vous changiez toute votre équipe. Segona condició, vull que canvieu tot l'equip. Ils travaillaient toujours avec la même équipe et je les connaissais bien. J'avais eu des problèmes avec eux et je ne voulais pas travailler avec eux. Je faisais une vieille vengeance, en fait. Je réglais un vieux problème avec le chef opérateur. Je pourrais vous raconter l'histoire peut-être un autre jour, si vous me réinvitez. René treballa sempre amb el mateix equip i a més jo els coneixia bé i havia tingut problemes amb ells i de fet la meva actitud de refusar el seu equip era una vella venjança contra el seu director de fotografia habitual. Si m'inviteu un altre dia us explicaré aquesta història. Avui no. Troisième problème, c'est comme je sais que personne ne va donner un sou sur ce film, que je ne trouverai de l'argent nulle part. Voilà, moi personnellement, j'ai l'équivalent des 1 million d'euros à peu près. Si on peut faire ce film avec 1 million d'euros, on commence demain. I com que sabia que ningú investiria en la pel·lícula, doncs vaig tenir que tirar dels meus estalvis. Jo tenia aproximadament l'equivalent d'1 milió d'euros i vaig dir, si es pot fer amb això, comencem demà, si no, no hi ha pel·lícula. René était considéré comme un des metteurs en scène les plus chers de Paris. René estava considerat com un dels directors més cars de París. Et
Bon. On avait quand même eu une entrevue sympathique, mais un peu dure. L'entrevista va ser simpàtica, però una mica dura. Il me dit, je vais réfléchir, je vous donne ma réponse demain. Va dir que s'ho pensaria i que l'endemà respondria. Le lendemain, l'agent m'appelle en disant, Alain René accepte les 3 conditions. L'endemà em truca l'agent i em diu, Alain René accepta les 3 condicions. Sauf une chose, il veut garder le même chef monteur. Accepta una qüestió, que vol conservar el mateix muntador. Bon, il avait quand même fait beaucoup de concessions. Je pouvais difficilement dire non, d'autant plus que je savais que ce chef monteur était très bon. Bueno, ja havia fet prou condicions i aleshores jo vaig acceptar, sapiguent al mateix temps que el seu muntador era molt bo. Et alors, comment on fait un film avec des acteurs connus pour 1 million d'euros avec Alain René? La pregunta era com fer una pel·lícula amb actors coneguts i amb Alain René. Et alors, j'ai commencé étape par étape à essayer de réfléchir comment on pouvait, quand on n'avait pas d'argent, mettre l'imagination au pouvoir. Aleshores, ja que no teníem diners, vaig començar a reflexionar, etapa per etapa, com podíem portar la imaginació al poder. Comme j'ai beaucoup milité dans des groupes politiques et qu'on faisait beaucoup d'inscriptions dans les rues de Paris en 1968 en mettant l'imagination au pouvoir, il fallait que je sois à la hauteur des slogans que j'inscrivais dans les rues. I ja que a l'època militant dels anys 68, doncs una de les accions consistia en anar pels carrers i pintar eslògans de la imaginació al poder, doncs jo tenia que estar ara a l'alçada d'aquest eslògan i portar la imaginació al poder. Alors, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en prenant point par point les problèmes, on finissait par trouver une solution. Exemple. La qüestió era que si es buscaven els problemes un per un, es trobaven les solucions. Per exemple, si on veut faire des économies, il faut tourner très vite. Si es vol estalviar diners, s'ha de rodar molt ràpid. Comment tourner très vite? Avec Alain René, qui travaille très lentement. Com rodar molt ràpid amb algú com René, que roda molt lentament. Est-ce qu'il faut tourner en studio ou est-ce qu'il faut tourner en décor réel? Le décor réel est moins cher, mais le studio, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant pour pouvoir travailler vite. El dubte estava en si rodar amb decorats reals o amb estudis. Rodar amb decorats reals és més barat, però el rodatge amb estudis permet molt millor rodar més de pressa. Et là, je me suis glissé dans un travail que René avait commencé pour réduire la durée de la pièce. Il a réuni tous ses comédiens dans un espace et il a commencé à travailler avec eux et en coupant avec eux dans le texte. L'altra qüestió era com reduir el text. Alain René es va reunir amb els seus actors i anaven llegint l'obra i a mesura que l'anaven llegint anaven veient per allà on podien anar tallant fragments de l'obra. Et il a travaillé comme ça 2 mois. Et il est arrivé à un minutage de 1h50. Va treballar així durant 2 mesos i al final, cronòmetre en mà, va arribar a 1h50. Il est clair qu'un film de 2h20, il faut X semaines de tournage par rapport à un film d'1h50, en plus de ce qu'on fait. Està clar que no es triga el mateix en rodar una pel·lícula d'1h50 que una pel·lícula de 2h20. Donc, il avait déjà résolu la première condition. I per tant, havia resolt la primera condició. Ensuite, le décor réel ou le décor en studio. Et là, j'ai pris une décision qui, je crois, allait dans la ligne de ce que Alain René avait fait avec ses acteurs. J'ai dit, on va tourner en studio, mais on va tourner autrement en studio. Després hi havia el dubte de si rodar amb decorats naturals o amb estudi.
Vam decidir rodar amb estudi, però s'havia de rodar en estudi, però d'una altra manera, l'habitual. J'ai proposé à René de lui faire construire le décor et de lui livrer tout le décor 2 semaines avant le tournage. Llavors jo li vaig proposar a René, jo et construeixo el decorat i te l'entregaré 2 setmanes abans que comencis el rodatge. Et le décor avec tous les meubles, les tableaux, tout dans le décor. Et j'ai dit, il faut qu'on répète pendant 2 semaines avant le tournage. Et comme ça, vous pourrez tourner en 20 jours. Parce qu'on n'a pas plus d'argent, on ne peut pas tourner un jour de plus que 20 jours. El decorat estava complet amb tots els accessoris, els quadres a les parets, etc. Tot estava complet perquè durant 2 setmanes ell pogués assajar amb els seus actors i d'aquesta manera començar el rodatge i que el rodatge es limités a 20 dies, perquè pel pressupost que teníem no podíem rodar ni un dia més que aquests 20 que teníem pressupostats. Il me dit d'accord, c'est formidable, c'est une bonne idée, mais il me dit je voudrais travailler, répéter avec l'équipe et pas seulement avec les acteurs. Llavors ell em va dir, diu, d'acord, em sembla una bona idea, diu, l'accepto, però necessito treballar no només amb els actors, també haig de treballar amb l'equip tècnic. Ça devenait plus compliqué parce qu'il fallait payer l'équipe. I això era més complicat perquè aquest equip se l'havia de pagar durant aquestes 2 setmanes. Alors j'ai reçu, je vous donne tous ces détails parce que c'est intéressant, parce que c'est une autre façon d'aborder la production. Els dono tots aquests detalls perquè és una altra forma d'abordar la producció. J'ai reçu tous les gens d'équipe, les uns après les autres. Vaig entrevistar-me amb cada un dels membres de l'equip. Je leur ai expliqué le problème et je leur ai dit, voilà ce que l'effort que Alain René va faire. Vous me demandez un salaire normal, plus le supplément que vous considérez vous être dû parce que vous êtes des stars. Els vaig explicar quin era el sacrifici que estava fent René i els vaig dir que em diguessin quin era el seu salari i que em proposessin quin sobresou doncs els volien adjudicar perquè eren estrelles. En fait, ils demandaient tous le minimum syndical plus ce qu'ils considéraient être leur valeur sur le marché. I aleshores tots van demanar el mínim sindical més el sobresou del que consideraven quin era el seu valor en el mercat. Alors, j'aurais dit, écoutez, voilà, c'est bien, je peux accepter le minimum syndical, parce que ça c'est la loi écrite, et je n'ai pas à la contester, mais votre valeur à vous, c'est votre loi à vous, c'est une loi orale. Donc, moi je suis habitué que les lois orales, elles soient commentées. Donc maintenant, dites-moi ce que vous apportez au film. Alain René m'a expliqué ce qu'il apportait au film. Vous, chef opérateur, vous, décorateur, vous, électricien, comment est-ce que vous allez apporter quelque chose au film? No hi havia discussió sobre el mínim sindical, és una cosa que està escrita per llei, per tant aquí no hi havia res a dir, però en canvi el valor que ells s'hi afegien doncs, era un valor oral i com a valor oral doncs, podia estar en discussió. Llavors un per un jo els vaig preguntar què és el que vosaltres creieu que aporteu a la pel·lícula per justificar aquesta plusvàlua que esteu demanant. Moi je vous offre une possibilité que vous n'avez jamais eue, qui est de répéter pendant 2 semaines, sans tourner, avec des textes, comme au théâtre, et ça vous permet à vous de travailler et d'améliorer votre travail. Mais je ne peux pas non plus vous payer ces 2 semaines normalement. Donc, quelle est votre proposition? I aleshores li vaig dir que, a veure, teniu una cosa que no l'heu tingut de mai, que són aquestes 2 setmanes d'assajos amb els actors i de preparació de la pel·lícula per millorar els vostres resultats. Però aleshores el que hem de discutir és quina és la vostra proposició del que voleu cobrar per aquestes 2 setmanes que assajareu però no rodareu. Ils ont tous répondu avec des propositions, chacun avec sa proposition. L'un c'était les 2 semaines je les fais gratuitement, mais je veux être payé mon salaire
tel qu'il est dans les autres films, c'est-à-dire les 3 semaines au salaire maximum que je reçois d'habitude. Un autre disait non, je ne fais pas payer du tout, ça va comme ça, etc. Chacun a trouvé sa solution. Cada un va portar una proposició diferent. N'hi havia alguns que deien, vale, diu, treballo gratis aquestes 2 setmanes, però després les altres 4 de rodatge, les altres 3 de rodatge, vull el màxim del que podia cobrar. D'altres no volien cobrar res, en fi, cadascú tenia la seva proposició. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le problème d'argent, c'était qu'ils réfléchissent à ce qu'ils apportaient au film. A mi no m'interessava tant el problema dels diners, sinó que ells reflexionessin quina era la seva aportació real a la pel·lícula. Ce problème était résolu, mais il y avait une personne que je n'avais pas vue, qui était ce fameux chef monteur, que René ne voulait pas faire le film sans le chef monteur. Tot anava bé, tots ens vam posar d'acord, menys aquest famós cap que hi fos i que jo tenia contractat per escrit, per contracte, i per tant havia d'estar dintre la pel·lícula, però jo n'havia parlat amb ell. Très vite, il me dit, écoutez, moi je suis un chef syndical, je m'occupe beaucoup du syndicat, je ne peux rien accepter. Mes prix, c'est mes prix, je suis le mieux payé de Paris, je veux rester le mieux payé de Paris. Aleshores, quan em vaig parlar amb ell, em va dir, escolta, jo soc un líder sindical, diu, tinc el meu salari, no acceptaré cap proposició i, a més, que sàpiga que soc el muntador més ben pagat de París i no acceptaré altres condicions que les que tinc habitualment. Alors, je recommence mon histoire, je dis, mais René, voilà ce qu'il fait, les autres, voilà ce qu'ils font, et vous faites quoi? Qu'est-ce que vous apportez au film? I aleshores els vaig dir, escolti, en René m'ha explicat que ell aportarà això, els altres han fet el sacrifici i la reflexió de què aportarien, i vostè, què és el que vostè aportarà a la pel·lícula? Il s'en va, il me dit, je vais vous tenir au courant, je vais discuter avec Alain, je vais vous tenir au courant. I llavors va marxar i em va dir, no s'amoïni, deixi'm parlar amb René, ja el tindré al corrent. Pendant 2 semaines, pas de nouvelles. Donc je commençais à être très très inquiet, parce que si j'acceptais avec lui, je ne pouvais pas refuser aux autres. Durant 2 setmanes, cap resposta, i jo començava a posar-me neguitós perquè si no hi havia l'acord entre tots, si ell volia unes coses diferents dels altres, doncs es trencava el pacte. Au bout de 2 semaines, il revient et il me dit, voilà, j'ai une réponse pour vous, je veux mon salaire, ça je ne bouge pas, mais je vais faire tout le montage, tout le mixage en 8 semaines. I aleshores al final va venir i em va dir, escolta, jo vull el meu sou, el meu salari estipulat i aquí no hi ha discussió, però el que li asseguro és que faré tot el meu treball, tot el muntatge de la pel·lícula en 8 setmanes. D'habitude c'est 20. I habitualment són 20 setmanes. Donc, je lui dis, mais vous avez discuté avec Alain, et là, ce que vous me dites, c'est que je comprends comment il va tourner le film, c'est que vous ne pouvez pas monter 500 plans en 8 semaines, mixer un film avec 25 bandes, donc le film, ça va être en plan séquence, et vous allez avoir très peu de bandes son. Il me dit oui. I aleshores li vaig dir, bueno, l'única solució que veig és que, com que no tindrà temps de muntar 500 plans i no sé quantes bandes sonores en aquest període de temps, doncs és que la pel·lícula rodi amb llargs plans seqüències i que per tant això faciliti la feina de muntatge. Exactament, doncs és això. Et donc, ce problème d'argent a débouché sur une solution, sur des idées, sur le contenu. Pour Alain, mais aussi pour tout le monde dans l'équipe. I per tant, aquest problema que inicialment era de diners, doncs va desembocar en una sèrie de solucions de contingut, tant des del punt de vista del realitzador, de René, com de la resta de l'equip. Et c'est à partir de ça, de ce que je viens de vous raconter, que j'ai tiré une théorie que j'essaye d'appliquer dans les autres films. Je n'y arrive pas toujours et j'y arrive de moins en moins. I a partir d'aquesta experiència va ser com jo vaig desenvolupar una teoria que intento aplicar a d'altres pel·lícules i que no només no ho aconsegueixo sempre, sinó que cada vegada ho aconsegueixo menys. Comment les contraintes, si on réfléchit, si on travaille, si on met l'imagination au pouvoir, peuvent déboucher
sur la liberté. I aquesta teoria és com les dificultats, si s'hi aplica l'eslògan de la imaginació al poder, poden desembocar en la llibertat. Et c'est des choses que j'ai retrouvées chez Abbas Kiarostami, chez Christophe Kieslowski, chez une grande partie des réalisateurs des pays les plus pauvres avec lesquels j'ai pu travailler et qu'on ne trouve plus du tout dans les pays riches. I això doncs, ho he experimentat amb cineastes com Abbas Kiarostami, com Kieslowski, cineastes de països pobres amb els quals es pot treballar amb aquest criteri però que no es pot aplicar en els països rics. Et je voulais juste, pour terminer, vous raconter une petite anecdote, parce qu'elle est très importante aussi. Vous avez tous pu constater en tant que spectateur que la plupart des films que vous voyez font plus de 2 heures. I voldria acabar amb una petita anècdota. Tots vosaltres heu constatat que la major part de les pel·lícules que veieu duren més de 2 hores. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait couper dans un film comme on peut couper dans un article de journal, dans un livre, et même dans un tableau, dans une sculpture. Il suffit de regarder Giacometti pour comprendre qu'on peut réduire à l'essentiel. I aleshores jo sempre he pensat que una pel·lícula es pot tallar, es pot reduir, igual que es pot fer amb un article de diari, amb un llibre, amb una escultura i fins i tot amb un quadre. Si mireu a Giacometti, doncs veureu que hi ha fragments que es poden retallar. Alors, le film était terminé, il était terminé de monter, et je savais que Alain avait vu le film avec ce fameux monteur. La pel·lícula estava acabada, i jo sabia que estava acabada del tot i sabia que la René l'havia vista al costat d'aquest famós, aquest cèlebre muntador. Il a tourné le film en 20 jours, il a tenu sa parole absolument, c'est un homme absolument de paraula, la va mantenir fins al final, va rodar. Et un matin, je reçois un coup de téléphone à 6 heures du matin. Au matí, sona el telèfon. C'est Alain. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème, 6 heures du matin. Excusez-moi de vous réveiller si tôt, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Era el René i li vaig dir, què passa? Tens algun problema? Passa alguna cosa? Diu, no, disculpa'm de trucar-te a aquestes hores, però és que no he dormit en tota la nit. Je me dis, il y a une catastrophe, il veut recommencer, il a vu le film, il trouve ça très très mauvais, il veut recommencer. I potser és una catàstrofe, potser ha vist la pel·lícula i no li ha agradat gens i ara diu que vol tornar-la a començar a rodar des de zero. Et Alain me dit, écoutez, on a minuté le film, il y a 45 secondes de plus que ce que j'ai signé. Diu, és que hem minutat la pel·lícula, diu, i dura 45 segons més de l'hora 50 que havíem estipulat. Alors, je vous ai raconté ça parce que je vous décris en même temps un homme, son caractère, son talent, son énergie, un homme vraiment exceptionnel. Us explico això perquè jo crec que és una anècdota que reflexa molt bé un home, el seu caràcter, el seu talent, la seva energia, el seu tarannà excepcional. Et juste une petite encore anecdote, vous me permettez encore 5 minutes? Oui, bon. Tout ce que vous allez voir dans ce film, les décors que vous allez voir, il y a un décor essentiel, tous les meubles qui sont là, les tableaux qui sont là, les accessoires qui sont là, tout est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment dans ma vie, n'ayant plus de quoi vivre, je suis devenu antiquaire pendant 2 ans. Una última anècdota, tot el que veureu en el decorat de la pel·lícula, els mobles, els quadres, els accessoris, jo després de la pel·lícula em vaig convertir en un autèntic antiquari. Et je suis allé voir mes anciens copains et je leur ai dit maintenant, il faut me fournir, je ne veux pas un faux sur le plateau, je veux que tous les meubles soient vrais. Et ils m'ont fourni les meubles de Charot, de Mallet-Stevens, de Ruhlmann, tout est absolument vrai. Et les tableaux ont été fournis par une grande dame du marché de l'art français qui s'appelait Louise Léris, la femme de Michel Léris, et qui m'a fourni un One Gris, un vrai One Gris que vous allez voir là, des Lawrence
et des dessins Picasso, enfin des choses absolument incroyables. Et ce qu'il y avait sur le plateau coûtait plus cher que le film. Vaig anar a veure, vaig tirar mà de tots els amics que vaig poder i aleshores doncs, grans col·leccionistes antiquaris em van deixar els mobles i Lluís Levís, col·leccionista de quadres, la gran dama de la col·lecció de quadres, em va deixar, veureu un Juan Gris, veureu Picasso, veureu quadres que tots són absolutament autèntics. Ça, c'était le luxe. I aquest era el luxe de la pel·lícula. Merci beaucoup. C'est une explication formidable pour voir le film avec d'autres yeux. Bonne projection et merci de m'avoir écouté.